de 2024. Et il y avait une des tendances dont il avait parlé qui était justement le temps réel. Attends, tac, j'admite quelqu'un, qui était justement le temps réel. Et en fait, ça avait pas mal résonné, parce que c'est vrai que le temps réel, on en entend parler depuis longtemps, et je trouvais ça un peu bizarre que d'un coup, ça repop en 2024. Et donc, on avait creusé un petit peu le point. Et justement, il m'avait parlé d'un outil qui venait traduire un petit peu cette tendance, qui était une pépite française voilà, qui commençait à émerger en France et qui était PopSync. Et donc, je me suis dit que ce serait cool de recevoir justement le CEO de PopSync pour qu'il vienne nous expliquer un petit peu voilà, ce qu'il avait compris sur le marché que moi, je n'avais pas compris, et qui nous explique un petit peu pourquoi le temps réel, c'était une grande tendance data de 2024. Et donc ensuite, j'ai invité Benjamin sur le podcast dans un premier temps. Donc, on a fait un épisode. Pour ceux qui voudront creuser, effectivement, on parle un peu plus longuement justement de cette tendance. C'est l'épisode 128 sur le podcast de DataGen. Et en fait, à la fin de cet épisode, je me suis dit, ce serait cool d'aller encore plus loin, parce que c'est vrai que quand on parle sur des sujets un peu techniques comme ça, ça pourrait être sympa de le coupler suite au podcast avec un webinar, d'avoir une petite démo du produit, parce que podcast oblige, comme je suis obligé de penser aux auditeurs audio sur le podcast, j'ai pas envie qu'on commence à avoir trop de démos en live, etc. pour l'instant, peut-être que ça viendra par la suite. Donc voilà un peu comment on en arrive là. Et je me dis à Benjamin, tu ne voudrais pas qu'on couple ce podcast avec un webinar sur le temps réel? Et il était chaud. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a 3 points à l'ordre du jour. Le premier, c'est de refaire une petite passe sur pourquoi, justement, le temps réel, c'est une grande tendance data en 2024 aussi spécifiquement. Pourquoi plus 2024 qu'il y a quelques années? Enfin, voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé aussi sur le marché qui fait que c'est une tendance particulièrement en ce moment. Deuxième chose, c'est de voir plus concrètement comment le temps réel s'inscrit, se traduit dans une stack data. Donc par rapport au stack dont on parle, on va dire, dans beaucoup d'épisodes, toujours pour ceux qui suivent le podcast DataGen, mais en tout cas avec beaucoup de boîtes, enfin, les stacks traditionnels qu'on peut voir dans les entreprises. Voilà un peu comment le temps réel vient s'insérer là-dedans. Et enfin, une petite démo rapide, justement, de ce que propose, par exemple, PopSync pour voir en live, en fait, sur un petit use case simple, ce que c'est que le temps réel. Voilà, l'idée aussi sera de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions plutôt dans le chat. Effectivement, prenez pas la parole en direct, sinon ça va vite être un peu le chaos. Donc envoyez vos réponses dans le chat. L'idée, c'est qu'on réponde à certaines en live, je pense, à Benjamin notamment, qui répondra en live. Après, si on a trop, on les gardera pour la fin. Et au pire, si on n'a pas le temps de toutes les adresser, Benjamin pourra y répondre par mail par la suite. Voilà, écoute Benjamin, je te laisse la main. Et puis, vous inquiétez pas sur la partie sliding, il y a juste quelques slides pour reposer un peu le contexte. Et après, on passe à la démo. L'idée, ce n'était pas de vous endormir avec 50 slides aujourd'hui. Top. Est-ce que tu m'entends? Ouais, très bien. Parce que du coup, vu que je suis en partage d'écran, je ne peux pas voir si mon micro est coupé ou non. Je reviendrai s'il y a un problème. Top. Du coup, on va entamer directement, parce qu'on a un agenda assez chargé. Du coup, on va entamer directement avec les points que tu as mentionnés. Et le premier, c'était pourquoi le temps réel est une tendance en 2024. Un petit disclaimer quand même pour commencer. C'est que le temps réel, c'est un peu un buzzword, hein. C'est quelque chose qui a été mis en avant par les vendeurs de solutions à travers les années. En fait, on a tendance, nous, à parler plus de continu, par opposition au batch, en fait. Le temps réel, ce qu'on entend par là, c'est vraiment quand le producteur informe les consommateurs de ce qui se passe. Il y a une vraie différence en termes de latence, hein. Quand on fait une requête toutes les X périodes pour essayer de trouver en fait s'il y a eu des mises à jour, on regarde en général que toutes les quelques heures, versus quand on est dans le temps réel, donc le continu, où là on va informer proactivement d'une action. Et là typiquement on est plus limité par la vitesse de la lumière, donc vraiment à quelle vitesse peut transiter l'information. Donc voilà un petit peu ce petit disclaimer quand même assez important. Et du coup, en termes de bénéfices, donc le temps réel, on en parle beaucoup en ce moment, on en parle beaucoup depuis en fait quelques années, mais surtout en ce moment. Et en fait, c'est parce qu'il y a quelques bénéfices qui ont commencé à vraiment ressortir. Le premier, c'est un avantage de coût, en fait. Quand on traite la donnée instantanément, quand on la traite à mesure où elle est produite, en fait, on étale vraiment les choses dans le temps. Ce qui fait qu'on se retrouve un peu moins avec cette accumulation de données. Alors, pour reprendre un peu les termes de l'architecture médaillon, dans le bronze et l'argent, et on passe directement à de la donnée exploitable.
Je ne vais pas forcément passer en détail sur tout, mais en fait, vu qu'on fait du traitement continu, on n'a plus de requêtes à manager, donc pas d'ordre de requête, tout est continu. Hein. Il se passe quelque chose, le consommateur est informé, il informe ses propres consommateurs, etc. etc. Il y a des garanties dans le temps réel qui sont très pratiques pour des raisons de compliance. Sur la partie vraiment opérationnelle, ça permet aussi d'unifier les pipelines. Si vous êtes un peu familier avec les architectures à la lambda, c'est souvent, on va travailler sur certains pipelines qui sont dédiés aux opérations, puis travailler sur certains pipelines qui sont dédiés à l'analytique. Quand on travaille avec de la donnée continue, en fait, on est capable de servir ces deux cas d'usage avec un seul déploiement. Ce qui a en fait pour conséquence en fait une certaine agilité et une certaine capacité d'exécution. Et tout ce qui est la partie nouveau data products, on en reparlera un petit peu plus tard, parce que ça arrive dans une ou deux slides. Donc voilà. Alors, pour répondre un point pour que tu l'aies en tête après, parce que moi je me souviens quand on en avait parlé pour la première fois, un élément qui m'a le plus interpellé, c'était le fait que le temps réel soit moins cher. Parce que historiquement, tu vois, quand on fait de la data et qu'on fait plutôt du batch, parce qu'on est plutôt sur des use case analytics, on a de l'extérieur, on a plutôt l'impression que le fait de passer sur du temps réel, ça va justement venir avec son lot de coûts ça va plutôt engranger des coûts. Et donc, justement, ce sera intéressant que tu répondes un petit peu aussi à ce sujet-là. Et on pourra peut-être revenir dessus quand tu nous exposes la stack. Tu vois, moi, j'aurais imaginé que justement, forcément, vu que ça va impacter la stack, il va y avoir des coûts additionnels. Et puis, on pourra reparler peut-être aussi de la complexité, mais ça, tu voulais peut-être l'aborder ici. Les coûts, ils pouvaient aussi venir du fait de devoir avoir une organisation particulière ou des skills particuliers, etc. Donc, juste carrément. En fait, on peut même en parler un petit peu là-dessus. Hein. En fait, si tu veux, la maturité des technos du temps réel a beaucoup évolué. En 2014, le temps réel, c'était Kafka. C'était Kafka et puis quelques systèmes de gestion de queue. Autant dire que Kafka, à l'époque, c'était un monstre, il fallait le surdimensionner. Il y avait énormément de compute. Maintenant, pratiquement tout ce qui se fait dans le temps réel est très élastique. Donc, ça répond en fait directement à la volumétrie de données. Tu as beaucoup moins de besoin de stockage. Typiquement, tu vois, tu stockes ta donnée historique sous forme de rétention et tu stockes ta donnée transformée dans ta base de données. Mais tu n'as plus toutes ces zones de staging à répétition qui coûtent quand même une petite fortune. Et puis, une grosse partie des outils modernes, en fait, a déjà des capacités temps réel. Si tu regardes pratiquement tous les outils de reverse ETL, donc tout ce qui est activation côté envoyer les données vers le CRM, a déjà des capacités temps réel. Donc les sensors, iTouch, ces technos-là. On en reparle un petit peu après. Hein. Mais c'est une des raisons pour lesquelles c'est vraiment en fait moins cher après c'est comme tout hein, si c'est bien utilisé. Mais c'est cette capacité à réagir à la volumétrie de données en fait. Il se passe rien, ça ne te coûte rien. Il se passe énormément de trucs, tu mets énormément de ressources, et puis voilà, en fait. Et tu as moins de staging. Du coup, ça c'est vraiment pour la partie maturité technologique. C'est une des raisons pour lesquelles en 2014, c'était peut-être pas vrai, cette phrase, mais en 2024, c'est le cas. Donc, voilà. Et la deuxième raison pour laquelle en fait, ça a aussi pris en importance, c'est pas seulement tous les bénéfices qu'on vient de voir, c'est qu'en fait, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, en fait, a de plus en plus de besoins data, vraiment l'utilisateur final, hein, pas seulement l'utilisateur interne. Et en fait, le temps réel est la façon de le servir. Tu as cette limitation qui est que ton utilisateur, il est tout le temps connecté, en fait. C'est comme si tu servais, alors c'est virtuellement des centaines de time zones différentes, mais ton utilisateur peut être connecté à tout moment. Donc, tu ne peux pas vraiment multiplier la force d'exécution de ton batch. Il faut passer à autre chose. Ce qui nous amène en fait au nouveau data product d'une certaine manière, qui sont quand même on en avait un peu parlé quand on préparait ça, c'est des trucs qui sont quand même un peu anciens finalement, qu'on a déjà vu. Il y a tout ce qui est sujet d'expérience utilisateur, restitution de la donnée, donc remettre la donnée en face de l'utilisateur. Un bon exemple pour ça, c'est les apps bancaires, par exemple. Aujourd'hui, l'utilisateur est tellement habitué à voir son solde en temps réel, ce serait indécent de lui montrer son solde d'hier. Pareil pour l'alerting, l'automatisation, la réplication, ce n'est pas des problématiques nouvelles, c'est juste que les exigences
sur ces problématiques ont changé. L'automatisation aujourd'hui, en fait, automatiser le lendemain, réagir aux alertes le lendemain, c'est des trucs qui se font, qui existent toujours et qui existent depuis un petit moment. Mais maintenant, les besoins ont évolué et on veut réagir plus vite. On a besoin vraiment de limiter l'impact opérationnel du défaut. Et c'est là où, en fait, les alertes temps réel, l'automatisation temps réel interviennent. Et on a aujourd'hui l'IA, la GenAI, parce qu'on ne peut pas faire des slides en 2024 sans parler de GenAI. En fait, tous ces enjeux-là amènent des contraintes au niveau de la disponibilité et de la fraîcheur de la donnée, qui font que, en fait, une IA donc un LLM ou quoi que ce soit, qui retourne une réponse sur de la donnée qui est périmée, ne sert pas du tout l'expérience utilisateur. En fait. Il faut nourrir les modèles de données fraîches. Et c'est là où en fait on arrive en fait à ces nouveaux cas d'usage. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est que use cases, ils existent depuis longtemps. En tout cas, on en parle depuis longtemps et on en parle depuis longtemps dans des boîtes. Mais en fait, c'est des standards, en tout cas, qui étaient effectivement mis en place, surtout dans les grandes plateformes, donc les Netflix, Uber, Amazon. Et c'est pour ça que pendant longtemps, et d'ailleurs, pendant longtemps, en fait, on disait que le temps réel, c'était un peu le monopole des grosses plateformes. Il n'y avait que ces grosses boîtes qui avaient vraiment mis l'effort, justement, comme tu disais, de faire des clusters Kafka, etc. Parce que aussi à l'époque, c'était encore trop complexe de vraiment faire du temps réel à l'échelle, on va dire, pour autant de cas d'usage. Et c'est juste qu'aujourd'hui, en fait, toutes les boîtes, en fait, de manière générale, sont digitales, sont un peu des plateformes en soi et donc doivent aussi suivre ces standards-là. Même les boîtes du CAC 40, en fait, elles ont des sites e-commerce maintenant qui font des volumes similaires aux grosses plateformes et elles ont besoin de suivre les standards qui ont été un peu mis en place par ces plateformes-là. Et peut-être la grosse diff, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais sur la slide d'avant, la grosse différence, c'est que aussi, comme il y a eu une maturité technologique qui s'est mise en place et une réduction de la complexité de mise en place du temps réel, c'est pour ça, en fait, que en ce moment, c'est vraiment une tendance qui est en train de s'accélérer. Alors qu'avant, c'était un peu plus... on en parlait beaucoup, mais ça restait quand même un peu plus anecdotique, quoi. Juste... Ouais, et puis imagine-toi, même 2014 et ces années-là, LinkedIn, ils avaient besoin de gérer je ne sais pas combien de messages, ils ont créé Kafka. Uber, ils avaient besoin de stocker et de restituer de la donnée à des volumétries pas possibles, ils ont créé Pinot. Alors que maintenant, c'est le temps réel, c'est à la portée du premier venu. Donc c'est un peu les trucs. C'est un peu les trucs qui ont changé en fait. Ce qui nous amène à la stack. Donc, point de vue stack. Là, on va parler un petit peu des outils du temps réel. Pas mal d'outils sont déjà prêts à un certain degré de temps réel dans la stack qu'on utilise tous les jours. Si on regarde, on va prendre BigQuery et Snowflake, parce que je pense que beaucoup de gens les utilisent aujourd'hui. BigQuery a beaucoup de capacités, alors temps réel / incrémental, donc au sens continu, notamment avec les vues matérialisées. Ils ont lancé il n'y a pas longtemps les Continuous Query, qui est en fait une manière de traiter de la donnée en continu, mais qui est encore très, donc, ce qu'on appelle stateless. Donc c'est événement par événement plutôt que des grosses opérations type join et compagnie. Snowflake se rapproche d'un concept de continu avec les dynamic tables, qui sont des tables qui sont rafraîchies de manière incrémentale sous forme un peu de micro-batch en fait. Donc les grands outils en fait sont déjà en train de s'adapter à ça. Et ces deux outils-là supportent une gestion continue. Donc on peut déverser de la donnée en temps réel en continu dans Snowflake et BigQuery et la servir à son utilisateur. Et à côté de ça, il y a des outils qui sont vraiment spécialisés dessus. Flink, le grand framework historique du temps réel, le petit écureuil en haut à droite, qui est l'outil de processing historique dans la donnée continue. Et sur le stockage, il y a pas mal de projets maintenant qui supportent l'écriture continue, donc notamment les Delta, les Iceberg. Et il y a un projet assez fou de la Fondation Apache qui est Payman. Donc Payman, c'est sur la deuxième ligne à droite. En fait, ce projet-là vise à créer un data lake temps réel. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, ils appellent ça le streaming data lake. On va faire de l'ingestion et de la restitution continue directement sur du stockage, ce qui est assez fou. Donc ça, c'est un peu pour les grands frameworks compute storage. Et à droite, donc ce que j'ai fait, c'est que les 3 logos de gauche, c'est toujours des technos, on va dire, propriétaires payantes. Et les 3 logos de droite, c'est toujours de l'open source. Donc comme ça, il y a une petite différence si vous voulez faire du big ou du buy. L'intégration, c'est plus comment est-ce qu'on fait venir la donnée
dans un des frameworks ou comment on la fait sortir d'un des frameworks. Donc, forcément, il y a le logo de PubSync, puisque nous, on est une plateforme vraiment d'intégration continue. Les deux autres, c'est vraiment du reverse ETL avec un support pour le continu. Donc, iTouch et Census sont deux super plateformes de reverse ETL, ont tous les deux un support pour le reverse ETL continu. Avec deux technos sur l'intégration, donc Debezium et Kafka Connect, qui sont tous les deux supports l'intégration continue. Et là, on va parler sur des real-time databases. Les real-time databases, c'est une nouvelle génération d'outils très très cool, qui est vraiment construite avec le traitement continu en fait. Donc, vous pensez streaming meet database, c'est vraiment, on fait du SQL directement sur du flux et ça se comporte comme une table. Je peux faire une query, mais ma table, elle est tout le temps à jour. Donc là, les trois logos qu'il y a, c'est Materialize, j'ai oublié. C'est Streamwave, un truc comme ça, et InfluxDB. Et avec dans l'open source ClickHouse, Pinot et Druid, qui sont les trois grandes technos de la database temps réel open source. Pinot qui est donc ce dont on parlait, qui a été développé à Uber. Et en dessous, on va en parler un petit peu moins parce que ça, c'est plus côté plateforme. Typiquement, c'est un peu plus à gauche de l'analytics, c'est tout ce qui est banqueur de messages. Donc, c'est vraiment la partie opérationnelle. C'est comment est-ce qu'on gère des flux d'événements. Donc là, c'est vraiment c'est plus du software que vraiment de la data. Donc voilà pour les grandes technos. Là, on va les mettre un petit peu en forme parce que bon, c'est bien de balancer des logos, mais comment est-ce que ça se met, quoi. J'ai repris l'idée de fresh in, fresh out parce que ça rappelle un peu le garbage in, garbage out. C'est le fait que la latence en fait se propage elle aussi de gauche à droite. Si vos sources ne sont pas continues, ce sera très difficile d'avoir une restitution continue. Donc c'est généralement en fait faire du continu, faire les cas d'usage temps réel, c'est souvent un problème d'intégration. C'est avoir accès à la donnée depuis les sources de manière suffisamment fraîche et faire un traitement qui soit lui aussi continu pour exposer une donnée à jour. Donc, si on met un petit peu tous les logos qu'on vient de voir sous un chapiteau qui a un peu de sens, on retrouvera toujours de toute façon nos systèmes et nos outils qui sont un peu les sources de données finalement, mais aussi les consommateurs. Un CRM, il faut voir que sa position par rapport à un écosystème analytique, c'est aussi bien en tant que producteur qu'en tant que consommateur. Donc l'idée, c'est quand on s'interface avec un CRM, c'est de pouvoir aussi bien intégrer cette donnée du CRM en continu que de la restituer vers le CRM en continu. Donc là, c'est un petit peu comment se présentent tous ces logos avec forcément la brique système outil, l'intégration qui va agir comme flux de données entre les sources et les producteurs et les consommateurs, le lake ou le warehouse qui lui va agir aussi bien comme zone de transform et zone de stockage. Et puis par-dessus, les outils standards. On peut faire du DBT sur le temps réel, on peut faire de la discovery sur le temps réel, toutes ces choses-là. Et puis l'exposition. Donc que ce soit du dashboard intégré, de la GenAI, de l'alerting, etc. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, si je peux mettre un petit commentaire, c'est que tu vois, historiquement, je me souviens à chaque fois qu'on faisait des architectures, on voulait faire apparaître du temps réel, parce que tu vois, depuis des années, même si dans les faits, souvent, on finissait par pas forcément le faire, mais à chaque fois que tu étais dans une boîte où tu devais commencer à pitcher un peu ce que tu allais faire comme stack, il fallait parler quand même d'une vision avec du temps réel. Et tu sais, c'était toujours, tu avais une architecture où tu avais d'un côté le batch et d'un côté le streaming. Mais c'était vraiment deux chemins différents. Enfin, c'était deux architectures que tu faisais sur un même schéma, mais qui en fait étaient vraiment deux architectures un peu différentes. Et là, en fait, la grosse différence de ce que je comprends avec ce que tu expliques là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est les outils de la stack finalement traditionnelle qu'on utilisait pour le batch, pas tous, il y en a certains où là, il faut aller chercher de nouveaux outils, mais en fait, qui en grande majorité sont devenus des outils qui permettent de faire du temps réel. Donc en fait, c'est ton data warehouse traditionnel, Snowflake, etc., permet de faire du temps réel. Après, si tu veux aller chercher du temps réel, comme tu dis, très, très pointu, là, il faut que tu redescendes sur les real-time database, type ClickHouse, etc. Mais en fait, les outils un peu du marché commencent à permettre de le faire. Donc pareil, sur l'intégration, là, les outils, il y en a qui commencent à permettre de le faire. Et puis, tac, il y a des outils comme ce que vous proposez chez PubSync, où là, vous allez sur vraiment, quand tu veux faire du temps réel très, très
pointu sur l'intégration, bah là, il faut monter la marche, il faut aller sur un autre outil. Mais ce n'est pas un outil qui est plus difficile à utiliser en fait que les outils ETL historiques, quoi. Donc, en fait, ça change complètement l'accès au cas d'usage de temps réel. Exactement. En fait, c'est exactement ça. Si tu veux, on a vite fait vu ça dans les bénéfices. C'est que avant, tu avais l'Ops et l'analytics, c'était deux pipelines différentes. Et puis, si tu voulais faire du temps réel, bon courage si t'étais pas un DevOps, quoi. Fallait lancer tes ressources, fallait manager tes trucs. Il y avait vraiment que les solutions d'open source qui étaient encore assez archaïques à l'époque. Donc, d'où le fait qu'elles coûtaient cher. Alors qu'aujourd'hui, c'est intégré dans ta stack, quoi. T'as vraiment un pipeline. Bon, pendant pas mal de temps, on a parlé des architectures lambda, donc streaming plus batch, et des architectures Kappa, donc streaming first. Et aujourd'hui, ces architectures sont en train de se faire complètement démolir parce qu'elles ont, il n'y a plus trop la distinction et on ne sait pas qui a absorbé qui. Excellent. Et super clair, bah go, hein. 25, on passe sur la démo. J'arrive pas à croire qu'on soit dans les clous, quoi. J'essaye d'être speed, mais exhaustif quand même. Donc... top. Du coup, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, je crois qu'on est toujours bon là, c'est bon. Ok. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est une petite intégration assez cool. Alors, je sais qu'on avait parlé de Postgres et de HubSpot, mais vu le temps qu'on a, je préfère faire une démo qui tourne sur un truc qui a déjà été éprouvé, je ne sais pas combien de fois avec nous. Donc, on va intégrer une AS400. On va faire du temps réel sur une archi de, je ne sais plus quelle année c'est, ça doit être 1984, la S400. Donc, c'est une database comme une autre. Il faut vraiment voir ça comme une petite intégration. Donc, ce que je vais faire, c'est que il y a un petit monsieur qui a eu la gentillesse de nous mettre en ligne une AS400 il y a à peu près 20 ans, sur laquelle on peut faire des super tests. Donc, on va aller faire du continu là-dessus. Et vous allez voir, c'est assez rigolo de faire du temps réel sur des trucs des années 80. Et ça marche exactement de la même manière sur un Postgres ou autre. Donc là, j'ai connecté mon AS400, je vais prendre ma table client. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, je suis connecté ici, on peut faire allez, select starting, c'est parfait. Donc c'est de la data, voilà, hein, c'est une table de données, ça ressemble à littéralement tout. C'est de la donnée de test, pas la peine de contacter ces personnes. Donc voilà, ça c'est maintenant dans PopSync. Donc ce qu'on va faire, là, j'attends, c'est en fait le temps que la table se crée, ça peut prendre plusieurs secondes. Hop, en attendant, voilà. Donc là, on a notre flux de données donc, qui a été créé. On a notre petite donnée, donc ça c'est la donnée historique qui a été peuplée. J'ai déjà connecté mon BigQuery en avant, donc là je vais connecter, vous allez voir, mon BigQuery il est là, ça va atterrir dans mon schéma PopSync, dans mon dataset PopSync. Je crée la souscription comme ça, on est bon. Et là, on a fait notre première opération dans le monde du continu. J'ai ma table client sur ma table source. J'ai mon BigQuery, donc pour mon analytique à droite. Et les changements que je fais sur mon AS400 sont directement répliqués sur mon BigQuery. Donc là, on va juste mettre à jour, histoire de voir la table. Tac, tac, voilà. Alors, PopSync, nous, on fait deux tables quand on connecte. Hein. Il y a une table sur la donnée historique et une table sur la donnée, on va dire, reconstituée. Donc, c'est vraiment ça. On va regarder vite fait à quoi ressemble cette donnée. Hop. Tac. Et du coup, voilà. Moi, je vais juste faire un petit truc aussi, vite fait, pour vous montrer comment ça marche en action. C'est... hop. On va prendre un client en particulier. Là, on a Catherine Booth qui a un solde à une account balance à 11 000. On va aller modifier cette account balance directement sur la S400 en lui mettant 4.
Là, j'ai modifié la balance sur mon AS400. Si on va vite fait voir dans PopSync comment ça fonctionne, j'ai les mots de niveau. J'ai une update qui s'est propagée. Donc là, on voit vraiment qu'il y a eu une mise à jour qui est arrivée directement. Et si je vais dans BigQuery et que je laisse ça à jour, et ben là, je vois mon account balance à 4. Donc, en fait, on a vraiment dans BigQuery une donnée qui est complètement fraîche sur laquelle on peut faire de l'user-facing analytique, on peut faire toutes les opérations du continu. Et en fait, on l'a fait avec des technos, mais des technos de 1980, des technos de maintenant. Et on a fait un truc qui est aujourd'hui qui il y a quelques années était virtuellement impensable. Excellent. Donc, voilà. On avait une slide de fin, c'est celle-là. Franchement, right on time, il est 11h30. Je crois que j'ai pas vu de questions popées particulièrement. Justement, peut-être quelques réactions. Merci beaucoup, c'est sympa. On espère en tout cas que ça vous a plu, ce petit format webinar / démo, un peu en complément d'un épisode qu'on avait fait avec Benjamin. Je trouve que ça permet aussi de rentrer un peu plus dans le concret pour ceux qui veulent aller plus loin que le podcast, où c'est impossible d'arriver un peu à ce niveau de démo, forcément. Sinon, il faudrait qu'on fasse que du YouTube. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est pas le plan. Et tu as juste une petite question peut-être pour conclure. Alors, pour ceux qui veulent absolument partir je vous dis au revoir. Enfin, on vous remercie avec Benjamin. Tu avais partagé ton mail, Benjamin? Peut-être mets-le Ouais, dans le je chat. vais le mettre dans le chat. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais rester quelques minutes de plus. Comme ça, s'il y a des questions. Ça, là, il y a quelques petites questions qui vont popper. Donc, Ouais. comme ça, tu pourras y répondre après. C'est juste pour ceux qui veulent aller dash direct. Et voilà, pour ceux qui veulent brainstormer un peu plus, parler temps réel, Benjamin, comme moi, est passionné également par la data. Donc, n'hésitez pas à le contacter par mail. Et puis voilà, bonne app pour ceux qui s'en vont. Et sinon, là, tu as des petites questions dans le chat. Donc, tu en as une première de Benoît. Comment ça se passe s'il y a des milliers d'updates en même temps à la source? Ouais, en fait, c'est exactement la même chose. En fait, tu vas littéralement voir ces milliers d'updates. Hein. En fait, tu as des garanties dans le temps réel qui sont assez cool. Quand tu fais du continu, on est un peu passé rapidement dessus sur les mécanismes d'audit, mais en fait, tu es capable, c'est comme si tu avais un curseur, tu es capable de traquer chaque update indépendamment. Donc, ça fait que tu ne perds pas de données. En fait, c'est technologiquement, ta pipeline est capable de se rendre compte si elle perd de la donnée et donc de te remonter soit une erreur, soit de chercher le point de données qu'elle a manqué. Donc ça, c'est pour ça. Et franchement, on est monté à plusieurs milliards d'événements sur la journée et ça ronronne. Okay. Je pense que ça répond à la question. On a une petite deuxième. Ouais. Abdulkader. Alors, Ouais, vas-y, je te laisse. ouais, excellente question. En fait, les calculs se font-ils à la source ou à la destination? Ou PopSync a son propre moteur? Alors, déjà, on va mettre PopSync de côté pour l'instant. On va parler un peu plus de comment ça se fait de gouvernance. Les calculs peuvent se faire aussi bien à la volée que dans la destination. Il y a ce petit truc qui est, en gros, c'est l'ETL ou le reverse ETL, mais dans le streaming. Il y a ce petit truc qui est que les real-time databases, en fait, s'affranchissent un peu de cette question. La destination, c'est un peu la volée en même temps. C'est en fait, c'est comme si tu avais un engin de streaming qui était ta propre base de données. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu la destination qui le fait. PopSync, nous, on a un engin de traitement qui est basé sur Flink Manager, qui permet de faire les calculs en amont pour les stocker après dans une destination. C'est pas mal pour les cas d'usage où la destination n'est pas suffisamment puissante ou complète pour faire du traitement assez lourd. Dans la plupart des cas, tu arriveras à faire ce qu'il faut avec une vue matérialisée sur un BigQuery, par exemple. On va aller t'écrire ta donnée en temps réel dans BigQuery, tu as une vue matérialisée par-dessus, tu peux servir ça et tu as ton dashboard en continu. Donc ça marche assez bien. Si tu veux, tu as plusieurs niveaux de maturité, même en temps réel. Hein. Tu as envoyer des données en temps réel et faire une vue dans BigQuery, c'est peut-être le niveau 1. Avoir ClickHouse, ça va être le niveau 2. Et puis un stream processing plus real-time database, c'est le niveau 3. Et là, tu as un peu le Graal du temps réel.
Et je pense que la nouvelle question répond un petit peu à ça, enfin, se recoupe un peu. Comment ça se passe si on veut transformer la donnée en temps réel? Donc, pour transformer, il y a un engin de traitement qui peut être donc, soit la base de données temps réel, soit directement un engin de streaming, vraiment un truc dédié. Ça, c'est vraiment les deux options. Dans les deux cas, c'est du SQL. C'est littéralement du SQL sur des flux. Donc, c'est pour ça que DBT est toujours très bien, hein. On peut ramener son SQL directement sur du Flink, sur du Materialize, ce genre de techno. Et puis après, ça dépend aussi de la latence qu'on souhaite servir. Euh, un cas d'usage d'analytique interne ou un cas d'usage d'analytique un peu externe, quelques secondes, c'est suffisant. Donc, tu peux très bien faire ça avec une vue sur BigQuery. Des trucs un peu plus transactionnels, alerte, automatisation, tu vas pouvoir aller un petit peu plus vite. Et c'est là où le stream processing devient plus intéressant. Donc voilà. Pour les slides, ouais, on va partager. Ouais, bien sûr, on va vous partager les slides, on va mettre le doc en accessible avec le lien. Mais du coup, si on n'a pas plus de questions, à la limite, je l'ai mis. On va vous partager ça par mail, tac. Et puis voilà, cool. On a débordé un petit peu pour les questions. Bon learning pour la prochaine fois. Mais non, bravo Benjamin, en tout cas, tu as tenu ça au cordeau. Merci tout le monde. Et puis, de toute façon, on verra probablement d'autres sujets temps réel sur le podcast. Benjamin reviendra peut-être pour un deuxième round lorsqu'il y aura eu un peu des mouvements sur ce marché. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup. Salut Benjamin. Salut.